Devant les menaces proférées régulièrement par Donald Trump, la question de la défense du territoire canadien a pris beaucoup d'importance, en particulier durant la campagne. Les conservateurs promettent dans leur plateforme 17 milliards de dollars en dépenses militaires sur 4 ans. Pierre Poilievre propose aussi d'augmenter leur recrutement et de construire 2 nouvelles bases militaires permanentes dans l'Arctique. Le programme libéral prévoit, lui, 18 milliards en défense sur 4 ans pour des brise-glaces nordiques, des sous-marins, des drones. Mark Carney veut aussi une augmentation des salaires des militaires. Je m'entretiens avec le lieutenant-général à la retraite, André Deschamps, ex-commandant de l'aviation royale canadienne. Bonsoir, M. Deschamps. Bonsoir. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est qui a le meilleur plan entre les libéraux et les conservateurs pour répondre à tout ce nouveau contexte militaire auquel on fait face maintenant? Je dois dire que les deux partis ont pris plus ou moins la même direction à ce qui se rapproche de l'Arctique. Alors, les deux ont décidé de prendre plus d'action dans le Nord, alors des bases ou de rehausser notre présence dans nos points opérationnels dans l'Arctique. Acquisition de brise-glace, alors ça, c'est un peu nouveau. Mais les bases dans le Nord, ça existe déjà depuis assez longtemps. C'est une question de comment d'efforts on va radditionner au point de vue équipement personnel, infrastructure. C'est pas encore déterminé, c'est un peu flou. Bon, est-ce que c'est la chose à faire? Parce que, évidemment, on peut se tromper, on n'est pas des spécialistes, mais on a vraiment l'impression que la défense du Nord laisse à désirer au Canada. Mais notre Nord est très vaste et on a très peu d'infrastructures. Alors, c'est un des défis qu'on a ici au Canada. Quand il faut se déplacer dans le Nord avec du personnel et se soutenir en opération, c'est très difficile parce qu'il n'y a pas assez de carburant, il n'y a pas assez de logement. Alors, faut trouver façon d'opérer. Alors, il faut s'équiper mieux. Il faut créer des bases d'opération vers l'avant dans l'Arctique, permanentes ou temporaires, pour nous donner l'option de se déployer en tout temps, en toutes conditions météo, pour opérer dans l'Antarctique. Alors, c'est un des défis du Canada. Pour l'aviation royale, c'est plus facile de se déployer en Afrique que de se déployer dans l'Arctique canadien. Ça donne une bonne idée. Alors, il en prendrait combien des bases et elles devraient être situées où, à peu près? C'est pas nécessairement des bases, ça nous prend des points logistiques. Autrement dit, des ports qu'on peut apporter nos navires de la marine ou de la garde côtière, et des pistes qui sont opérables à l'année longue et à toutes conditions climatiques. Alors, c'est vraiment ça, que ce soit opéré par la force canadienne ou pas. Moins important, c'est vraiment l'infrastructure qui doit être rehaussée dans l'Arctique pour que ce soit des produits ou l'utilisation civile ou militaire. Alors, c'est vraiment les deux côtés qui doivent être adressés avec plus d'infrastructures. Alors, je crois que les deux parties en parlent. Ils n'ont pas parlé de créer de nouvelles bases. Alors, on parle de rehausser ce qui existe déjà, disons, à Inuvik ou à Iqaluit. Et on parle même de Churchill pour créer une capacité marine à l'année longue, ce qui serait bon pour les pétrolières. Mais pour la défense, vraiment, c'est capable de projeter nos capacités dans l'Arctique, disons, en hiver, tout le temps. Pour faire ça, il faut mettre plus d'infrastructures. Ça, c'est clair. Et pour ce qui est de la frontière, enfin, j'allais dire la frontière sud, mais il n'y a qu'une frontière. Donc, pour ce qui est de la frontière, le sud du territoire, il faut faire quoi exactement? Bien, ça dépend de ce qu'on recherche. Si on parle des douanes, ça, c'est pas une fonction militaire. Alors, c'est le gouvernement qui travaille déjà avec les autorités américaines pour rehausser les capacités douanières au point de vue surveillance des frontières, pour la prévention de trafic de drogue ou de trafic humain. Alors, ce n'est pas vraiment une fonction pour le militaire à s'occuper, mais malgré qu'on est là pour supporter s'il y a besoin. Mais présentement, le militaire est vraiment axé vers le NORAD, ce qui est la défense aérienne et maritime pour le Canada et l'Amérique du Nord, et notre localité continentale dans le Grand Nord, qu'il faut nous autres s'occuper du Nord. Bon, par ailleurs, c'est sûr qu'il faut augmenter nos dépenses en défense parce que le Canada est un bien mauvais élève, je dirais. Il faut l'augmenter, mais l'OTAN pourrait hausser sa cible à 3 % du PIB dès le mois de juin. C'est bientôt. Est-ce que le Canada devra aller jusque-là?
Bon, ça, je ne peux pas vous le dire. Ça va être une décision que le nouveau gouvernement devra prendre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est un peu en position fixe avec notre dépense de défense environ 1,45 % de notre produit national brut. On a encore du chemin à faire puisqu'on a 2 %. Les deux gouvernements potentiels ont dit qu'ils se rendraient à 2 % pour 2030, ce qui veut dire une dépense d'environ 77 milliards de dollars par année pour la défense. Présentement, on est à 33 milliards, disons, pour l'année fiscale qui débute. Il parle de 36-37 milliards. Alors, il y a beaucoup de chemin à faire avant de se rendre à 2 %. Mais les choses coûtent cher. Alors, on peut dépenser assez rapidement si le gouvernement décide de vraiment prendre action et d'investir des dollars rapidement dans, disons, l'infrastructure, le personnel, le support aux familles. Ça peut se dépenser assez rapidement. Bon, mais est-ce que vous avez l'impression que en ce moment, ou cette fois-ci, là, le gouvernement prend vraiment très au sérieux la défense du Canada, la défense militaire, j'entends, parce que avant, évidemment, on s'en remettait beaucoup aux Américains, et là, de toute évidence, ça ne peut plus être le cas. Bien là, il faut trouver le moyen d'augmenter notre contribution pour démontrer à notre partenaire d'Amérique du Nord, les Américains, que le Canada tient sa part du fardeau de défense. Présentement, ils ont un peu raison de nous accuser d'être un peu lagueux dans les contributions pour la défense. On manque de personnel, on manque d'équipement. Alors, le niveau de disponibilité opérationnelle est très basse présentement. Alors, ils ont raison de se plaindre. Alors, il faut vraiment prendre action rapidement. On a beaucoup de flottes qui ont besoin d'investissement pour continuer à opérer. Et si on veut augmenter le nombre de personnel, ça va prendre encore plus de ressources pour être capable de justement grossir les forces canadiennes et l'aviation royale pour prendre plus de missions ici à la maison. Bon, alors quels sont les défis immédiats à relever pour les Forces armées canadiennes en termes de personnel, d'outils, d'appareils, etc.? Qu'est-ce que ça prend maintenant pour assurer une défense adéquate? Bon, on va dire qu'à cause de beaucoup de délais et des années de peut-être d'indécision, tout s'est accumulé dans cette décennie qu'on est présentement en train de dérouler, ce qui veut dire que tout va aboutir, si on veut, d'ici à la fin de décennie. On a beaucoup de transitions à faire, ce qui va prendre beaucoup de personnel, et on manque de personnel. Alors, il faut vraiment se pencher sur le problème de recrutement, de rétention, de support aux familles. Sans ça, peu importe le nombre d'avions qu'on achète, il n'y aura pas assez de gens pour les opérer. Ça prendrait combien de... rapidement. Oui. Ça prendrait combien de personnes de plus, selon vous? Ah bien, présentement, les forces canadiennes, ils sont peut-être à 60 000, environ dans ce coin-là. Il manque beaucoup de personnel, environ 15 à 16 000, pour rencontrer les besoins présents. Avec toutes les politiques d'ambition qui ont été établies depuis quelques années par le gouvernement, que ce soit les libéraux ou les conservateurs, on manque de personnel aujourd'hui pour rencontrer les besoins d'aujourd'hui. Alors, on parle d'augmenter nos contributions pour l'OTAN, pour l'ORAD, plus d'avions, des avions de surveillance. Mais là, on n'a pas de personnel pour aujourd'hui. Alors, pour se rendre à ce nouvel niveau d'ambition, il va falloir prendre action assez rapidement, parce que sans ça, ça va traîner et on ne pourra pas se rendre rapidement à une solution que nos partenaires de l'Amérique du Nord vont apprécier. Alors, c'est vraiment d'investir rapidement et de couper le délai de décision. C'est un peu notre problème qu'on a depuis des décennies. On angoisse beaucoup de prendre des grosses décisions et on a une tendance à étudier des choses très approfondies, ce qui prend beaucoup de temps, et à la fin de la journée, on dépense de l'argent en attendant. Alors, c'est vraiment des nouveaux gouvernements qui vont rentrer. Il faut prendre des décisions rapides et il faut arrêter de changer de direction. Comme on peut parler de la filière de chasseurs, on ne peut pas recommencer encore une fois à s'examiner le nombril si on va acheter des F-35 ou un autre avion. On a étudié ça pendant 10 ans. Ça fait 10 ans qu'on étudie ça à profond. On ne peut pas recommencer. Okay. L'aviation royale ne peut pas endurer un autre délai de 10 ans avant de prendre une décision et de faire une transition à un nouveau chasseur qui va remplacer le F-18. Alors, il faut arrêter de traîner, parce que ça va faire des impacts assez sérieux si on va prendre des décisions rapides. Et ne pas changer d'idée le cas échéant. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, M. Deschamps. Merci bien. Au plaisir.